Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Crown Jewel 2024 qui s'est tenue hier. On va revenir dans le détail sur tout ce qui s'est passé et je vais évidemment vous donner mon avis qui n'engage que moi comme d'habitude. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées et vous avez évidemment tout à fait le droit de penser différemment. C'est toujours pareil, vous le savez et évidemment je vous invite à donner également votre avis en commentaire. Toujours dans la bienveillance, donnez vos notes, vos tops, vos flops, etc. etc. Je vais déjà commencer par, comme d'habitude, par genre le poster, par montrer le poster du show avec sa note globale et vous faire déjà un premier commentaire sur ce que j'en ai pensé, même si comme vous verrez, comme vous avez pu voir, je pense sur ma vignette, vous avez déjà une première, je dirais, tendance de ce que j'en ai pensé. Mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais d'abord vous présenter le poster avec la note globale du show. Voici le poster et donc la note que j'ai donnée à ce pay-per-view est de 3 étoiles. Je dois même préciser que j'étais pas loin de donner 2,75. J'ai hésité. En tout cas, un show qui, malgré 2-3 promesses intéressantes et s'annonçant comme un show moins filler qu'il n'y paraissait, finit par vite me ramener à la raison. Et j'étais naïf au point de penser que des choses intéressantes auraient pu se passer dans ce show. Au final, bon, qu'a-t-on vu le minimum syndical, j'ai envie de dire, hormis le four-way féminin. J'ai eu cette quand même impression générale que de peu mieux faire dans tous les matchs, des choix de booking hasardeux, un show finalement très filler, weekly-esque, weekly premium quoi dans l'esprit, le tout devant un public très bon enfant qui a semble-t-il kiffé son moment du début à la fin, mais était-ce notre cas à nous? J'en doute fort, et ce ne fut certainement pas le mien en tout cas. Comme je le titrais donc dans ma vidéo, la soupe est sûrement très bonne pour la VVE, mais pour nous les fans, elle fut plus que tiédasse. On continue avec des automnes mornes à la VVE, la période comprise entre SummerSlam et les Survivor Series paraît à nouveau très terne. David 3, Goliath 0, c'est aussi l'autre enseignement de ce show, où il ne faisait pas bon être un big guy. Un show finalement pas vraiment plus long que d'habitude, la faute à ces 6 matchs au lieu de 7, et à 2 matchs qui auront duré moins de 10 minutes au final. Aucun nouveau champion à signaler, ne comptant pas cette farce des 2 grosses ceintures finissant au musée saoudien pour finir en miniature autour du doigt de chacun des vainqueurs. La belle affaire, et comme l'adore Triple H, il est déjà en train de se délecter de savoir qui gagnera le plus de bagues saoudiennes et qui battra tous les records. Bref, un show quelque peu convenu, sans audace, et bien plus feel good que je ne l'aurais pensé avec les victoires de Rollins et de Cody que je n'avais pas pronostiquées au final. La rage avait peu sa place ici, ne serait-ce qu'en opener essentiellement, et encore vite évacué, laissant alors 2h30 pour s'en remettre. Les Survivor Series et notamment les Wargames étaient déjà dans toutes les têtes, comme à chaque édition de Crown Jewel, et ce Crown Jewel aura bel et bien servi de weekly bonus pour continuer à builder les matchs qui auront lieu à Vancouver dans 4 semaines. Le but maintenant, c'est de tâcher de finir l'année sur une bonne note avec ce dernier Big Four qu'il reste, n'ayant pas d'attente énorme par rapport au Saturday Night Main Event qui clôturera l'année. Maintenant, je vais vous présenter donc les notes des matchs par représentation graphique comme d'habitude avant d'entrer plus en détail dans chacun d'entre eux. Donc je vais déjà vous présenter le graphique, le voici. Donc l'opener, la Bloodline contre Reigns et les Usos, 3 étoiles. Le 4-Way Women Tag, 3 étoiles et demie. Même note pour le Bronson Reed contre Seth Rollins, 3,5. 2 étoiles seulement pour le Jax contre Morgan. Owens Orton, bien évidemment, non noté. LA Knight contre Andrade contre Carmelo Hayes, 3 étoiles 75. Pour moi, le meilleur match de la soirée. Et enfin, Cody Rhodes contre Gunther, le main event, 3 étoiles et demie. Voilà, maintenant, on va aller par ordre chronologique. On va commencer donc par l'opener, à savoir la New Bloodline contre Reigns et les Usos. 3 étoiles pour la note. On notera que finalement le match n'a pas été officialisé la veille à SmackDown lors du show enregistré, mais lors de Raw Talk, le show post-Raw de lundi dernier. La breaking news est tombée à ce moment-là. Il est vrai que ça m'aurait surpris quand même que Triple H book comme ça un match la veille pour le lendemain.
Ce match aura bel et bien été l'opener, hein, c'était aussi mon choix dans mes pronos, hein, je l'avais dit, je trouvais que c'était une bonne idée, même si, comme on le verra, le match n'a pas été fameux. Finalement, bon, on aura du côté Hill le même trio que celui qui avait commencé au Money in the Bank, à savoir Solo, Tonga et Fatou, hein, pas de surprise donc à l'arrivée, on change pas une équipe qui gagne. Jay a le droit à son entrée spéciale, hein, rien qu'à lui, le public est content et on continue de surfer sur son overness. Sans surprise, un début de match assez long et chiant, hein. Bon, c'est devenu la marque de fabrique des matchs de la Bloodline, hein. Maintenant on n'est plus surpris par ça. On notera que Jay refusera de faire le tag avec Roman au début, hein, au grand étonnement de ce dernier, privilégiant son frère, rappelant le fait que, bah, comme Jay l'a dit à Roman la veille à SmackDown, il considère Roman ici comme son égal, il n'y a donc pas de personne qui commande ici, il n'y a pas de tribal chief. Même Jimmy, hein, semble étonné par ailleurs par ce geste de Jay. Évidemment, bah, si l'on sort du kayfabe quelques minutes, ce non-tag sur Roman permet par la même occasion de faire mousser son vrai tag, hein, qui était déjà à ce moment-là fortement attendu par le public saoudien. Cela dit, on notera que lorsque Jimmy fera le tag après avoir été mis en difficulté, il ne taguera pas non plus Roman, mais son propre frère Jay. Jay est vite maîtrisé par les heals et on repart pour une longue séquence de hits assez boring. Le match ronronne et l'on attend que l'entrée de Roman pour nous réveiller un peu. Ce moment arrivera enfin peu de temps après, hein, pour un duel au sommet avec Solo. Reigns prend facilement le dessus avec ses moves habituels. Le ouah qui précède sa tentative de spear est tout de même assez impressionnant, hein, tellement le public l'aura repris. C'est alors que Solo contre Reigns avec un Samoan Spike, hein, il le contre avec un Samoan Spike, il tente le tomber, mais hélas, Jimmy est en retard pour faire son save, et l'arbitre a quand même la présence d'esprit de stopper son compte à 2. Gros cafouillage malheureusement, et c'est à Jimmy que l'on peut imputer cette erreur. Jay redonne un peu vie au match et Roman veut à nouveau tenter son spear sur Solo, mais intervient alors un bum d'arbitre plutôt original quand même avec Roman qui fait passer Tamatonga directement sur l'arbitre qui va du coup s'écrouler. Ça permet au moins de mettre un peu de folie dans ce match qui en manquait alors cruellement. Fatou dans ses œuvres, hein, nous régale avec son double jump moonsault sur Reigns, puis un joli dive sur les Usos à l'extérieur. Solo porte alors 2 Samoan Spike à Roman. On croirait revivre, hein, en partie l'assassinat entre guillemets sur Cena lors de l'édition de Crown Jewel il y a un an, et Solo réussit alors le tomber sur Roman. Quand même sacrée victoire de la part de la New Bloodline, et enfin j'ai envie de dire, Solo tient sa victoire d'envergure en faisant le tomber sur Roman. Grosse victoire enfin aussi de la victoire du clan Hill de la New Bloodline, hein, mis à part donc celle du Money in the Bank. À vrai dire, concernant le prono, j'ai changé de prono pendant la semaine, et par rapport à ce que j'avais dit dans ma vidéo prono, et j'ai bien fait au final, car j'avais opté, hein, pour les faces dans un premier temps. Le segment d'Euro en fait dans lequel on a vu Sami parler à Solo dans le parking m'a fait changer d'avis, car je voyais alors un scénario dans lequel Sami tenterait d'intervenir, mais commettrait une boulette et ferait perdre les faces. Hein, ce qui provoquerait alors un énorme quiproquo, hein, durant tout le build-up justement vers les séries. J'en étais pas loin d'ailleurs finalement, puisque c'est pas ce qu'on aura eu, mais pas loin quand même, puisque Sami va venir juste après le match, hein, pour un segment limite plus intéressant que le match en lui-même d'ailleurs. Les Heels détruisent les Faces, hein, après le match, donc Sami arrive, hein, sans trop de surprise, hein, la pop évidemment comme d'habitude en Arabie Saoudite, car il me semblait quand même inconcevable, hein, que Sami ne vienne pas en Arabie Saoudite, quoi. D'autant plus qu'il n'a finalement pas eu de match, hein, lors du countdown, comme je l'avais suggéré dans mes pronos. Mais vu sa nouvelle intégration dans la storyline depuis le dernier Raw, ils ont davantage opté pour le côté, je dirais, mystérieux, hein, et sur les réelles intentions de Sami. Hein, bien qu'en réalité, ce post-match ne revêtait pas le moindre suspense. Forcément, un heel turn de Sami n'aurait pas eu le moindre sens, surtout en Arabie Saoudite, et le War Games qui s'annonce n'aurait alors plus lieu d'être à 5 contre 3, quoi. Donc le coup du câlin de Sami suivi d'un exploder sur Solo était plutôt bien réalisé cependant, même si j'ai jamais cru en interne. La bagarre explose alors à 4 contre 4 et il ne manquait en fait plus que William Regal pour nous annoncer son War Games légendaire, mais bien évidemment que l'on tient déjà notre match pour les séries. Solo se retrouve encerclé par les 4 faces, et c'est là que le drama arrive avec Solo qui va esquiver à la fois le Superman Punch de Reigns et l'Eluva Kick de Sami, et au final c'est Reigns qui va se prendre l'Eluva Kick de Sami façon Claymore. Ce spot va bien évidemment servir à semer le doute, hein, durant tout le build-up du War Games, hein, Reigns et Jimmy notamment, qui vont probablement accuser potentiellement Sami d'avoir fait ça exprès, tandis que Jay sera le seul à le défendre.
En attendant également le grand retour de Paul Heyman qui sera sûrement aussi au rendez-vous et peut-être que qui contribuera à recoller les morceaux et à ce qu'on ait une unité hein, finalement avant le Wargames. Et comme justement le veut la tradition du Wargames, un Wargames n'est pas un vrai Wargames sans une tension existante hein, au sein d'au moins une des équipes. Hein, c'est pour le storytelling bien sûr. Ça n'empêchera bien évidemment pas la Team Face de collaborer hein, pour les séries, mais la suspicion risque de durer à mon avis jusqu'au moment du Wargames. Hein. Et quant à l'évaluation du match, bon, c'était du classique match de la Bloodline, chiant, laborieux au début, avec une montée progressive en intensité, rendant le match plus regardable dans sa phase finale. Le bum d'arbitre à la sauce samoane hein, est de retour pour notre plus grand plaisir, ou pas. Hein. Petit storytelling autour du non-tag de Jay sur Roman en début de match. La fin de match m'a paru un peu abrupte quand même, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu en faire trop à cause du post-match hein, relativement long qui était prévu juste derrière. Bref, le match ne m'a guerre enchanté et le post-match m'a même davantage intéressé que le match en lui-même car j'attendais forcément depuis le début l'arrivée de Sami, surtout après ce qui s'était passé lors du dernier Raw et quand bien même le suspense était mort hein, par rapport au choix qu'il allait faire, voilà, c'était quand même très attendu cette arrivée de Zayn. 3 étoiles donc pour ce six-man tag, hein, finalement je dirais assez creux, peu palpitant et à la fin quelque peu abrupt. Je n'arrive même pas à en extraire un MVP. La New Bloodline avait, je pense, besoin de cette grosse victoire en pay-per-view, car il est vrai que les pay-per-view ne le réussissaient pas beaucoup dans l'ensemble. C'était aussi pour ça que j'ai changé mon prono. En revanche, ça veut peut-être dire que les Faces auront de bonnes chances de gagner le Wargames en contrepartie, mais ça, voilà, on aura l'occasion d'en reparler le moment venu. Hein. On va passer maintenant au match suivant. Fatal 4-Way, comptant pour les titres féminins par équipe entre les championnes donc Bianca Belair et Jade Cargill, Piper Niven et Chelsea Green, les pirates de l'air, Kairi Sane et Io Sky, et enfin Jakara Jackson et Lash Legend, hein, des métaphores. 3 étoiles et demie donc pour la note. Bonne idée je trouve d'avoir commencé le match avec les deux meilleures catcheuses du plateau, à savoir Io Sky et Bianca Belair, hein, qui commencent maintenant à bien se connaître à force. Et en effet, le résultat est réussi avec de belles manœuvres hein, pour lancer ce match de la meilleure des façons. Cargill pour le coup entrera assez tôt dans le match, hein, ça n'arrive pas tous les jours. L'occasion de proposer un duel avec Legend qui peut déjà faire office de test, hein, notamment pour le Rumble, hein, où le moment sera idéal, je pense, pour faire vibrer la foule. Petit botch de Sky qui n'a pas réussi à rester sur la deuxième corde près de Jackson. Ça fait partie des choses qui arrivent hein, lorsque l'on prend plus de risques que les autres, comme Sky le fait régulièrement. Mais on voit que voilà qu'elle est professionnelle et surtout très expérimentée. Elle a su rebondir pour faire autre chose et propulser finalement Jackson. Voilà, ça, c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un vraiment de chevronné et par exemple une Cargill qui, à mon avis, si elle avait été à la place de Sky, ça aurait été, je pense, assez catastrophique ce qu'on aurait vu. Hein. Je pense qu'elle aurait été complètement perdue là. Séquence un peu plus emballante hein, avec le missile dropkick de Sky, le crossbody et le sit-out powerbomb de Piper Niven, le blockbuster de Bianca, hein, façon Montesfort d'ailleurs, et le pump kick de Legend, provoquant alors un nouveau face-à-face Jade Legend que la VVE semble réellement vouloir mettre en place. Le duel fut court, mais demande à être revu, hein, notamment au Rumble, je pense donc. Mais hélas, Cargill va encore botcher son pump kick hein, sur Legend en le portant au niveau de l'abdomen, hein, au lieu d'arriver en pleine figure. Green se retrouve seul dans le ring, lui permettant d'avoir son moment comédie, hein, rien qu'à elle, et dont elle seule a le secret, hein, montrant beaucoup de difficultés à porter un dive à l'extérieur, finissant alors par plonger tout doucement dans les bras de sa partenaire. Kairi en profitant alors avec un joli inside elbow sur Piper et Chelsea, suivi d'un moonsault de Io Sky sur les mêmes victimes. Legend catapultera ensuite Jackson sur toutes celles qui étaient déjà à l'extérieur. Belair cordalingera, hein, si je puis dire, Legend. Toutes les catcheuses sont alors à terre, hors du ring. Sky portera une German suplex à Belair, assez mollassonne malheureusement, mais la combinaison à deux avec Kairi pour leur traditionnel insane elbow accompagné était plutôt cool à voir, même si avant de le porter, c'était quand même drôle de voir. Je l'avais pas vu en live, mais c'est en revoyant le show que j'ai vu ce petit détail. C'était drôle de voir que Cargill était à nouveau à côté de la plaque, hein, puisqu'elle gisait sur le rebord du ring, et oubliant de filer hors du ring hein, pour que Kairi puisse prendre son élan, obligeant alors Kairi à évacuer Jade Cargill avec un coup de pied bien placé là pour lui faire comprendre le message. À nouveau ici, la grénitude de Cargill était criante. À nouveau une combinaison à deux de Legend et Jackson avec un powerbomb lancé sur Kairi assez impressionnant, hein, j'ai eu un peu peur sur le coup, hein, parce que Kairi est légère, donc j'avais peur qu'elle retombe très mal. L'emballage final
est sympa avec suite à cela un joli screwdriver de Piper sur Legend, un codebreaker de Chelsea suivi d'une senton de Piper sur Jackson, Cargill qui va contrer le Unprettier de Chelsea, sauf que Piper qui était déjà monté sur la deuxième corde, elle est de dos et ne voit pas ce contre, en pensant alors porter une Vader bombe sur Cargill, sauf que c'est Chelsea qui prend tout et la célébration de Piper sur le coup m'a bien fait rire, je l'avoue. Cet énorme Misco va alors permettre aux championnes de porter carrément un énorme Doomsday Device à la manière des Legion of Doom, et le tout sur Piper Niven, excusez du peu. Belair fait le pin et les championnes conservent donc leur titre sans trop de surprises à l'arrivée. Un peu chagriné quand même que Piper, ou Chelsea, enfin que c'était l'une des membres de cette équipe qui ait pris le pin. Ça commence quand même à faire beaucoup tout de même si les championnes étaient archi favorites. J'avoue que ce retour en force des Joshi avec la victoire de Sky dans le Fatal 4-Way là qu'ils avaient fait m'a vraiment fait douter quant à la victoire de Damage Control. D'autant plus qu'on avait eu aussi une confrontation entre Raquel, Morgan, Kairi et Io Sky récemment qui aurait pu être aussi annonciatrice de quelque chose autour des titres tag. Et l'on pouvait aussi s'imaginer que Kairi et Io pourraient bien aussi s'associer à la team Face lors du Wargames face à une Liv et une Raquel qui ont montré leurs ambitions justement pour retrouver leur titre tag. Donc ça aurait pu donc avoir du sens de voir les Joshi couronnés ici. Mais j'ai opté pour la raison et la conservation des championnes car à nouveau je ne vois pas le moment de Cargill en solo arriver maintenant et je ne sais même pas s'il va arriver un jour tellement elle est à côté de la plaque et on l'aura encore vu ici dans ce match. Quant à l'évaluation, eh bien je pense qu'on pouvait guère faire mieux que ça. J'étais pas des plus hypés par ce match à la base, je l'avoue, mais pour moi, le contrat a été rempli. Il y a eu pas mal de manœuvres diverses et variées, bien qu'assez chorégraphiées par moments. Mais il y a eu de la bonne volonté et chacune ou presque s'est donnée à fond dans ce qu'elle avait à faire. Même les métaphores auront bénéficié d'une belle exposition avec une exécution dans l'ensemble assez propre, avec des combinaisons à deux plutôt cool. Chelsea aura comme d'habitude offert sa touche de comédie qui fut aussi rafraîchissante au milieu des multiples spots qu'on aura vus. Cette Misco avec Piper qui leur coûtera le match aura peut-être des répercussions pour plus tard et pourquoi pas un split et un push solo de Chelsea. Je ne serais pas surpris qu'il le fasse pour la remercier de son travail réalisé depuis qu'elle est revenue à la VVE. C'est pas impossible. Les Joshi auront été assez spectaculaires, Kai en particulier, mais malgré un petit botch mais sans trop de conséquences. Jade Cargill à nouveau m'a paru en dessous des autres et même en dessous de Legend et Jackson qui n'ont pourtant pas plus d'expérience qu'elle, c'est dire. Belair aura été l'une des taulières de ce match également, bref on ne sera pas surpris par ce constat, et un finish qui a le mérite d'être différent, c'était pas le finish habituel des championnes, là elles ont porté ce Doomsday Device, donc venu d'ailleurs que peu de gens auraient pu prédire je pense. 3 étoiles et demie, donc c'est une très bonne note à mon sens, c'est la meilleure note possible pour ce match, et à mon sens un bon signal je dirais envoyé au reste de la division féminine par équipe, montrant semble-t-il, la volonté de la remettre en avant avec une densité quelque peu renforcée. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi Raquel et Morgan qui ont aussi envie de regoûter à ces titres. Donc ça fait donc du monde qui peut prétendre à ces titres, sans compter évidemment les équipes possibles du côté de NXT. Une petite éclaircie donc pour la division féminine qui fait quand même beaucoup de bien à l'heure où celle-ci n'est pas forcément à la fête depuis de nombreux mois. C'est toujours bon à prendre. On va passer maintenant au match suivant. Bronson Reed contre Seth Rollins, 3 étoiles et demie pour la note. À noter que dans le dernier Raw, une nouvelle bagarre a éclaté entre Reed et Rollins, avec Reed qui a pris un stomp sur le capot d'une voiture, mais le nocélant quasiment, avant de revenir à la charge avec un gros Death Valley Driver sur une table qui était porté en contrebas, et ce depuis l'intérieur d'un camion. Joe Tessitore va annoncer alors que Rollins est allé à l'hôpital, faisant alors dire à Rollins en interview lors du countdown qui n'était pas à 100%, et c'est un élément important sur lequel je reviendrai plus tard. J'aurais d'ailleurs apprécié que Rollins arrive avec un strap aux côtes ou quelque chose comme ça qui indique justement qu'il n'est pas à 100% suite à ce qui s'était passé à Raw. Un jump start pour commencer, comme on dit, c'est-à-dire Rollins qui arrive comme ça pour attaquer Reed sur la rampe avant même que la cloche ne sonne. C'est un très bon début et c'est cohérent au vu de la feud, donc c'est déjà un premier bon point pour commencer. J'aurais certainement fait un reproche lors de ma review si ça ne s'était pas passé comme ça. La projection de Rollins sur la chaise de la Timekeeper Area par Reed est impressionnante à voir. La cloche résonne donc alors enfin et le match peut commencer. Un tsunami est déjà porté dès le départ et j'ai même cru à un squash sur le coup, mais Rollins évite un second tsunami et se relève aussitôt pour porter un stomp à Reed.
Sur le coup, j'avais trouvé ça quand même un peu exagéré de no-seller comme ça ce tsunami à ce point, alors que ce move est tout de même vendu comme dévastateur et dont personne ne s'est jamais dégagé auparavant. J'aurais donc apprécié que Rollins le vende un temps soit peu. Le spinning sit-out powerbomb de Reed était plutôt cool à voir un peu plus tard dans le match. Il enchaînera ensuite avec son Death Valley Driver comme Arrow justement, mais dégagement de Rollins. Même chose suite à une belle superplex de la part de Reed, à nouveau dégagement de Rollins. Reed est dans une bonne phase du match, là il domine. Il tente à nouveau un tsunami, mais Rollins roule intelligemment à l'opposé du ring. Nouvelle tentative de tsunami, mais cette fois-ci Rollins roule hors du ring, donc il a bien étudié son adversaire. J'ai eu peur du DQ quand même lorsque Reed a voulu frapper Rollins avec les escaliers d'acier, mais Rollins va le contrer et Reed va finir tête la première contre ces mêmes steel steps. L'occasion pour Rollins de porter un premier curb stomp sur les steel steps justement, suivi d'un deuxième dans le ring et enfin d'un troisième depuis la troisième corde. 3 curb stomp, Reed saigne au-dessus de l'œil, visuellement et dans la manière de faire, tout est parfait, ce saignement tombe à pic et comme je l'évoquais dans mes pronos, ils ont opté pour le finish des stomps répétés, ça me semble être une bonne façon de faire pour protéger Reed dans la défaite et montrer qu'il faut vraiment forcer pour réussir à le battre. Quant à l'évaluation du match, c'était un bon combat dans l'ensemble, un bon David contre Goliath, le premier des trois que l'on verra d'ailleurs dans ce pay-per-view. Rollins est vaillant, vindicatif d'entrée de jeu avec ce jump start donc qui fait sens. D'un point de vue in-ring, c'est propre, les moves sont bien exécutés et Reed est booké fort, montrant qu'il faut en baver pour le battre. Le triple cup stomp est même une façon parfaite de finir le match. 3 étoiles et demie sera ma note finale. Maintenant, j'en viens à ce qui m'a moins plu dans ce match, à savoir tout simplement son résultat. À vrai dire, j'ai changé de prono pour ce match. Là aussi, j'avais donné la victoire à Rollins la première fois, dans ma vidéo prono, je l'avais dit, mais le segment d'Euro m'a fait changer d'avis pour Bronson Reed, me disant que finalement, si Rollins a été envoyé à l'hôpital, c'était dans le but justement de trouver un prétexte pour le diminuer et donc déjà le protéger dans sa défaite à Crown Jewel. Et de plus, comme selon moi, il y avait de bonnes chances que la feud continue au-delà de Crown Jewel, vu que Voldemort n'est a priori pas prêt de revenir tout de suite, je pensais que Rollins aurait alors sa revanche dans un match 2, que cela soit à Raw ou bien aux Series, avant de gagner la feud dans un match 3, pourquoi pas dans un match stipu. Hélas, mon changement de prono fut un mauvais choix à l'arrivée, mais à mon sens, je pense quand même que le choix de faire gagner Rollins est une erreur de booking en soi, tout simplement à cause de cette blessure causée à Raw, d'un Rollins emmené à l'hôpital et en plus qui avoue lui-même lors du countdown, donc peu de temps avant le match, qui n'est pas à 100%, il le dit. À partir de là, moi je me disais que si Reed perdait face à un Rollins supposément diminué, cela perdrait en cohérence et ça affaiblirait Reed par rapport à son personnage, je dirais destructeur et qu'il est censé incarner quoi. Et au lieu de ça, la VVE a opté pour un Rollins en mode super-héros façon Cena, comme on l'avait déjà vu plusieurs fois là lorsqu'il était dernièrement champion, notamment dans sa feud face à Nakamura. Ce genre de babyface cheaté là qui arrive à se sortir de tous les obstacles, même s'il est prétendument moins fort que son adversaire. Oui, je ne doute absolument pas que Reed va se venger, surtout après le post-match visuellement réussi qu'on aura eu avec un Reed déjà debout, malgré les 3 stompes encaissés, avec un œil sanguignolant qui rend le tout encore plus badass et qui même effrayant, le tout face à un Rollins au visage décomposé, tellement il est surpris de voir Reed déjà debout. Ça tombe bien, puisque justement un Fatal 4-Way pour désigner le prochain challenger de Gunther va avoir lieu au prochain Raw et dans lequel Rollins est impliqué justement. C'est donc l'occasion idéale pour Reed d'intervenir en faisant perdre Rollins, d'autant plus que ce match est par essence un no DQ puisque c'est un Fatal 4-Way. C'est juste indispensable que Bronson Reed intervienne et ça permettra de faire avancer la rivalité pour un match 2, je pense inéluctable. Mais là où je ne cautionne pas la victoire de Rollins à Crown Jewel, c'est que pour moi, ils se sont trompés dans l'ordre des victoires. Pour moi, ça aurait été encore meilleur si Reed avait gagné la première manche face à un Rollins donc diminué, avec un Reed destructeur et sans pitié pour son adversaire. Tu faisais alors le match 2 un peu plus tard, par exemple 2 semaines après, histoire d'avoir un Rollins qui revient en meilleure forme, avec la victoire de Rollins cette fois-ci, et on pouvait faire à ce moment-là le finish qu'on a vu à Crown Jewel, le même, histoire de protéger donc Reed dans la défaite, et enfin la victoire de Rollins dans le match 3, le dernier de la trilogie, dans un match à stipulation. Pour moi c'est comme s'ils avaient en quelque sorte inversé le tome 1 et le tome 2 de la trilogie. L'ordre n'est pas le bon à mon sens, et c'est pour ça que je déplore la défaite de Reed ici. Reed aura, je pense,
besoin de gagner au moins un match pour ne pas l'affaiblir trop. Bref, malgré la plutôt bonne qualité d'ensemble de ce match, bien que les deux soient capables de bien mieux faire que ça, le choix du vainqueur fut à mon sens la partie la plus critiquable. Et l'on verra d'ailleurs que ce n'était pas un show où il était bon être un Goliath, et comme on le verra à nouveau dans le match suivant, à savoir Nia Jax contre Liv Morgan, 2 étoiles seulement donc pour la note. Nia Jax qui domine logiquement le début de match, donc avec un pop-up summon drop suivi d'un autre carrément depuis la deuxième corde, mais Morgan va se dégager à chaque fois. Morgan va arriver à revenir avec un Sunset Flip Powerbomb, les deux sont au sol et It's TV time, voilà, ça résonne, et on s'en doutait, justement, elle arrive, d'autant plus qu'on ne l'avait pas encore vue et qu'elle avait déjà évoqué un cash-in lors de du SmackDown de la veille, sauf que Nia Jax n'apprécie pas cette arrivée et le lui fait reprocher à Tiffany, qui répondra qu'elle allait cacher sur Morgan. Jax considère que c'est pas le moment, et Tiffany s'en ira alors à la demande de Nia, et le match peut alors reprendre. Dans la foulée, on verra à nouveau une tentative de pop-up Samoan Drop de la part de Nia, mais contré par un crucifix bomb de Morgan, mais hélas botché, la tête de Jax ne se penchant pas suffisamment en arrière, obligeant Morgan à refaire le move en 2 temps, donc c'est forcément pas beau à voir. Tiffany reste cependant pas loin de l'action et revient aux abords du ring sous une grosse pop du public, ce qui va permettre de valider une nouvelle fois que le face turn de Stratton sera une formalité lorsque celui-ci interviendra officiellement. Tiffany veut retenter sa chance, mais cette fois-ci c'est Raquel qui l'en empêche en lui prenant la mallette, l'autre grande absente, Raquel dont on attendait aussi l'arrivée. Nia intervient alors pour sauver quand même Tiffany. Raquel contre Jax avec une petite guillotine là sur la corde, ce qui va profiter à Morgan avec un code breaker depuis la deuxième corde, mais Nia se dégage malgré tout. Tiffany est alors cernée à la fois par Liv et Raquel à l'extérieur contre la barricade. Jax arrive alors derrière et fonce dans le tas là pour faire un strike, quitte à toucher aussi Tiffany au passage. Jax prépare son Annihilator sur Morgan. Ça sent la fin, mais Dominic, l'autre grand absent de ce match, à ce moment-là, intervient lui aussi à son tour en glissant la mallette au milieu du ring avant que l'arbitre ne la ramasse. Un move déjà vu dans le passé. Ce qui permet donc à Raquel d'intervenir sur Nia Jax avec un kick. L'arbitre ne voit rien et dépose la mallette hors du ring, ce qui permet ensuite à Morgan d'enchaîner avec son Oblivion pour la victoire. Dominic et Raquel sourient ensemble, c'est quand même une image qui est difficile à regarder et à comprendre, surtout après ce qui s'était passé à Payback 2023, mais passons. Le plan a parfaitement fonctionné et Morgan devient la toute première Crown Jewel Champion. Triple H donne l'énorme ceinture à Morgan, dont on sent tout de même que l'émotion n'est pas feinte. Et comme on le verra lors du dépôt de la ceinture dans le musée saoudien lors du post-show, et même lors du panel, elle aura quand même souvent brisé le kayfabe en fendant l'armure, beaucoup d'émotions, et en montrant donc en fait finalement la vraie Liv, bien loin de la petite chippie que l'on peut voir au sein du Judgment Day. Et par rapport au pronostic, à l'image de l'opener, j'ai également changé de prono, j'ai changé de vainqueur, et pour le coup c'était à raison, penchant finalement pour Liv Morgan plutôt que Nia Jax, tout simplement parce qu'en regardant la courte interview de Raquel à SmackDown Lowdown, donc avant le show, Raquel a évoqué le fait que Morgan avait un plan, et du coup je me suis dit que ça pourrait tourner en sa faveur, même si Liv Morgan a battu Stratton à SmackDown la veille. Au final c'est bien Morgan qui a fini affaibli, puisque Jax va répliquer avec son Annihilator. Du coup là aussi je me suis servi du vieux théorème pour en conclure que Morgan avait plus de chances de s'imposer que Jax, et je me disais aussi qu'après avoir agressé Rhea à NXT, le duo Raquel-Liv aurait de quoi parader encore davantage si Liv gagnait à Crown Jewel, tandis que le drama entre Jax et Stratton pouvait continuer à avancer de son côté. D'ailleurs il semblerait que cette blessure à l'orbite de la part de Rhea soit legit, ce qui est fort inquiétant à seulement 4 semaines du Wargames, et j'ai bien peur que ce Team Rhea versus Team Liv qui nous semblait promis soit non pas annulé mais modifié à cause de la potentielle absence de Rhea. Ça ferait perdre pas mal de sel forcément à ce Wargames, puisque Rhea était prévu pour en être l'élément moteur, et j'espère que si Rhea devait être absente, ils sauront trouver la bonne formule alternative. Cette fin de match peut d'ailleurs potentiellement intégrer Nia et Tiffany dans la Team Face, ça serait une surprise, mais en compagnie notamment de Kairi et Io. Bianca et Jade seraient aussi des candidates, même si je ne serais pas favorable à la présence de Jade. Legend et Jackson pourraient aussi avoir leur mot à dire, en surprise du chef, tout comme Candice LeRae, si on l'associe à nouveau à Jax, et l'inconnu autour de Becky, qui pourrait alors endosser le rôle de team captain des Faces, désigné par Rhea elle-même, peut-être.
Quant à l'évaluation du match, bah, ce fut de loin le pire match de ce show, hein, et l'un des pires de l'année malheureusement, tout PLE confondu à la VVE à mon sens. Ce n'est pas une surprise en soi quand on voit l'affiche proposée, hein, elle donnait pas envie, et même si Liv arrive parfois à sortir 2-3 moves sympas, les porter sur Jack c'est bien plus difficile ici, et ce Crucifix Driver raté en fut la parfaite démonstration. Finalement ce match aura, comme on pouvait s'y attendre, largement été porté par le storytelling et ses à côté. Un Judgment Day toujours aussi machiavélique et multipliant les manigances à l'extérieur, et une relation Tiffy-Naya toujours aussi mouvementée. Ça ressemblait même à un match de weekly de NXT en quelque sorte, hein, en fin de compte, là où le in-ring est souvent laissé au second plan au profit de l'avancée des storylines. Donc on ne pouvait pas s'attendre à des miracles, hein, dans ce match, et je suis donc obligé de le noter sévèrement avec ce petit 2 étoiles. Là où le Wargames masculin est déjà tout tracé, celui des femmes s'annonce en revanche plus indécis quant aux participantes impliquées, encore plus après cette malheureuse blessure de Rhea qui, je l'espère, pourrait être rétablie à temps pour le Wargames, mais hélas rien n'est moins sûr à l'heure qu'il est, et à nouveau hein, Goliath se prend une défaite, hein, face à David dans ce show et se retrouve mené 2-0, hein. Seul Gunther peut encore sauver le coup s'il arrive à battre Cody. Mais on verra malheureusement. Non, pas du tout. Justement, on va passer donc maintenant au match suivant. Orton contre Owens. Enfin, soi-disant, hein, non noté évidemment. Je peux pas noter ça. Tout avait pourtant si bien commencé, hein, le public qui chante en chœur le thème d'Orton, hein, comme lors du kick-off de la veille. Owens qui porte un t-shirt Bob Orton du plus bel effet, hein, comme lorsqu'il avait arboré un t-shirt Dusty Rhodes à SmackDown la veille. Donc on semble démarrer les choses sous les meilleurs auspices. Arrive alors ce brawl avec Owens qui attaque Orton avec une chaise avant même le début du match. Les officiels arrivent, hein, tous. L'arbitre Eddie Orengo et Jamie Noble aussi auront été frappés par Owens, hein, alors qu'Orton va s'en prendre à Daivari, mais surtout à Adam Pearce, hein, qui vendra très bien le RKO, hein, par ailleurs, même si en soi on pourrait se demander ce que Adam Pearce fabrique ici, puisque on est dans un match purement relié à SmackDown, et donc seulement l'affaire de Nick Aldis, quoi. Belle descente du coude d'Owens, hein, ensuite, hein, sur Orton directement depuis les tribunes vers une table placée en contrebas. Le spot est sympa, mais surtout le segment s'arrête là, et surtout on passe à la suite, quoi. Le match n'a pas lieu. Bon voilà, ça a été assez rapide à commenter, hein, et c'est même assez rare de voir ça dans un pay-per-view de la VVE, mais c'est pas inédit, hein. Je pense par exemple aux Viking Raiders contre les Usos lors de l'Elimination Chamber 2022, et qui se tenait d'ailleurs également en Arabie Saoudite. Mais même si finalement le match n'a pas eu lieu entre Orton et Owens, et que je ne peux évidemment pas lui donner une note, ça ne m'empêche pas d'avoir des choses à dire, hein, à ce sujet. Déjà le fait d'avoir un segment bagarre, c'est bien trop, étant donné qu'on en a déjà pas mal en weekly, d'une part, et d'autre part parce qu'on vient de voir un quasi copier-coller de ça lors du pré-match entre Rollins et Bronson Reed. Et est-ce que cette brawl fut de mauvaise qualité? Non, bien sûr que non, en soi, c'est une bonne brawl. J'ai même rien à critiquer à ce sujet. Mais est-ce que j'ai envie de voir ça en pay-per-view? Pour moi, non, la réponse est non et archi non. Je suis désolé, mais ce segment n'a pas et n'aura jamais sa place en pay-per-view. Ce n'est pas le rôle d'un pay-per-view. Une brawl comme celle-ci, vous avez 3-4 semaines pour nous l'organiser dans les weekly, pour nous hyper avant le pay-per-view, où les rivalités sont censées se régler dans le ring. Le public est là pour ça. Il paye sa place pour assister à un gros show de catch, pour une affiche en plus assez attirante sur le papier et avec pas mal de storytelling en perspective. On nous a bien construit les choses et on attend juste que ce match ait lieu pour régler les comptes. Du coup, on se retrouve dans une situation que je n'aime pas, celle où le pay-per-view sert à builder les weekly au lieu de l'inverse, et je déteste cette façon de procéder. J'ai l'impression d'avoir été arnaqué et ça m'énerve. Ne me dites pas qu'ils peuvent pas nous faire ce segment-là lors du SmackDown de la veille, par exemple. Ça n'aurait pas à manger de pain. Hein, quitte à supprimer les parties où les officiels sont attaqués, hein, car évidemment, si tu fais ça avant ton pay-per-view, ça annule le match, ça annule le match, puisqu'il va falloir s'attendre à une double suspension et à une double amende envers Orton et Owens, en attendant leur retour, juste à temps pour les séries, le tout probablement favorisé par Cody Rhodes, hein, lui-même. Qui favoriserait leur retour. On a même eu du coup l'impression que c'est un triple threat là qui va avoir lieu aux séries entre Cody, Orton et Owens, d'autant plus qu'Orton a clairement laissé entendre à Cody et à SmackDown qu'il avait aussi des vues sur son titre. À mon sens, là aussi, ce n'est pas le bon choix de booking, et j'aurais préféré qu'Owens donc détruise Orton et remporte son match, hein, je l'avais dit dans mes pronos, provoquant alors une longue absence d'Orton, quitte même à en faire un squash, hein, pour le voir débarquer plus tard Owens dans le main event, pour faire pas de Cody, buildant alors de façon parfaite un Cody contre Owens aux séries. Hélas,
Bah, ils ont choisi une autre voie, celle du brawl, pour nous hyper encore davantage. Bah désolé, mais ne sacrifiez pas un match en pay-per-view pour ça, quoi. Faites ça en weekly par pitié. Imaginez alors les autres workers là qui auraient rêvé d'avoir un match à Crown Jewel et qui n'en ont pas. Je pense qu'ils auraient largement préféré remplacer ce segment par un match plutôt que d'avoir ce qu'on a eu ici, quoi. J'ai vu qu'Owens portait, oui, un pantalon, bon, peut-être qu'il cachait une blessure, notamment, bah, suite, j'ai appris ça à l'accident de buggy dans le désert qu'il a eu avec Katy Kelly, peu de temps après être arrivé en Arabie Saoudite, et dont elle a dit elle-même que c'était le moment le plus terrifiant de sa vie, hein, carrément. Mais je n'ai pas eu d'infos selon laquelle cela aurait occasionné un changement de plan avec l'annulation de ce match. Seule raison pour laquelle j'aurais à ce moment-là eu de l'indulgence quant au segment qu'on a eu. Mais même si on n'a pas eu de match, désolé, mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu, et cela a aussi en partie d'ailleurs contribué à diminuer ma note globale de ce show, hein. Voilà, pour moi c'est le gros carton jaune, même orangé de ce pay-per-view, hein. On va passer maintenant au match suivant. LA Knight contre Andrade, contre Carmelo Hayes pour le titre des États-Unis, 3 étoiles 75 pour la note. Le début de match est plutôt drôle, LA Knight qui ne participe même pas au débat, alors vu qu'Andrade et Carmelo se battent d'entrée de jeu, faisant alors le signe 8 avec les doigts, hein, laissant entendre qu'un match 8 justement était en train d'avoir lieu entre Andrade et Carmelo. Le match est vraiment spectaculaire, hein, et chacun brille dans ce qu'il sait faire. Rien de flashy du côté de LA Knight, hein, mais une participation du public de tous les instants à chacun de ses coups. Andrade nous régale avec un superbe moonsault à l'extérieur du ring. Carmelo Hayes brille aussi par son athlétisme avec un joli tope con hilo sur Andrade, suivi d'un beau saut de main pour contrer le BFT de LA Knight. Back elbow dévastateur d'Andrade ensuite, hein, suivi d'un first 48 de Hayes sur Andrade, combiné avec une senton sur Knight du plus bel effet, puis d'un TKO sur Andrade qui s'écroulera alors sur LA Knight dans la foulée. Vraiment une superbe séquence. Andrade y va de son petit Canadian Destroyer, suivi de son moonsault en 2 temps sur LA Knight, mais Melo fera le save. Andrade nous régalera à nouveau avec un superbe avalanche follow slam moonsault sur Melo. Knight arrive derrière avec une double descente du coude depuis la deuxième corde, mais kick-out simultané de la part des deux challengers. LA Knight il va un peu nous faire une Neo Sky, hein, en quelque sorte, en glissant sur la deuxième corde, en essayant d'y prendre appui, alors qu'Andrade et Melo se trouvent déjà là pour l'accueillir. Grosse German suplex de Knight sur Andrade à ce moment-là. Melo y voit alors une opportunité pour placer son finisher sur LA Knight, hein, à savoir le Nothing But Net, chose qu'il réussira de fort belle façon, mais Andrade fera le save in extremis. La séquence finale, pour moi, elle fut vraiment fort réussie, avec Melo qui tente une Mystica sur Andrade, mais Andrade va rester debout, ce qui profite à Knight, qui va alors placer un BFT sur Melo, qui va quand même accompagner aussi le mouvement sur Andrade, donnant alors l'impression de voir un double BFT en quelque sorte. Knight réalise alors le pin sur Carmelo pour la victoire et la conservation de son titre, sans trop de surprise, j'ai envie de dire. On saluera aussi le selling incroyable de Carmelo pour l'occasion, en se plantant véritablement la tête au sol à la verticale pour vendre ce BFT, hein, rendant le finish encore plus réussi et spectaculaire. Pas grand chose à dire, hein, le match en soi est spectaculaire, les moves sont spectaculaires aussi, ils sont bien réalisés, chacun a su briller dans son registre personnel, le public était très participatif et la triple menace était véritable, hein, sans avoir cette impression de voir quelqu'un qui fait dodo à l'extérieur pendant une durée exagérée. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont quand même capables de faire encore mieux que ça, hein, car en fin de compte, ce match n'aura duré que 9 petites minutes, chose assez frustrante, et si l'on étirait ce match à 15 minutes, on serait facilement sur un 4 étoiles écart, je pense, raison pour laquelle je n'irai pas au-delà de 3,75, même si le 4 étoiles était aussi très tentant. Pour cela, donc ce fut le meilleur match d'un point de vue in-ring de Crown Jewel, et le plus abouti, je pense. Personne ne finit décrédibilisé, bien au contraire, et à la fin de ce combat, j'ai même envie de me dire que, quel que soit le vainqueur, il ferait un beau champion des États-Unis, quoi. Je reste d'ailleurs curieux de voir ce qui attend LA Knight à présent, car ça ferait sans doute ça ferait quand même beaucoup de remettre Melo ou Andrade sur Knight, même si Andrade n'a pas pris le pin ici, hein. Un retour de Logan Paul ne me semble pas des plus propices, ce qui laisse pas mal de suspense quant à la suite des opérations. Si AJ Styles ne s'était pas blessé, il aurait aussi pu avoir son mot à dire. Theory Waller sont toujours occupés en équipe, tandis que Giovanni Vinci et Apollo Crews sont encore bien trop bas sur la carte pour croire en quelque chose à l'heure actuelle. Peut-être Fatou, voilà, quelque chose peut-être autour de la Bloodline, on verra. Santos Escobar aussi, ce serait du déjà vu. Donc je vais me laisser porter par le choix qui sera fait, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. On va passer déjà au main event, donc à nouveau pour le Crown Jewel Championship, entre
Cody Rhodes et Gunther. Donc 3 étoiles et demie pour la note. Grosse ambiance pour ce main event qui démarre de façon assez old school et scientifique, avec le bras gauche de Gunther bien travaillé par Cody et Gunther qui reviendra avec des prises de tête au sol. On tente de se surprendre, hein, chacun évitant respectivement le sleeper hold et le crossroads. Le public s'enflamme alors davantage avec de gros chants en faveur de Cody Rhodes. Il était drôle d'ailleurs de voir Gunther imiter le geste de Bret Hart là après avoir porté un anatémie, ce qui fait bien sûr écho au segment qu'il avait eu avec Bret Hart, mais aussi son interaction avec Goldberg à Bad Blood par la même occasion, hein, ce qui forcément pourrait relancer les rumeurs d'un match entre Gunther et Goldberg, qui a lui-même annoncé d'ailleurs que son dernier match aurait lieu en 2025. On verra bien si c'est contre Gunther. La caméra sur l'arbitre était de retour et elle ne m'avait pas particulièrement manqué, hein, car je m'interroge toujours sur sa réelle utilité. Les chants à la gloire de Sami Zayn résonnent alors. Hein, ça n'a pas grand intérêt ici, mais pourquoi pas. Le public fait même là haut là. Il montre juste qu'il kiffe le moment là, sans forcément kiffer le match en lui-même. En même temps, peut-on le blâmer, hein, vu qu'après tout, ce match n'a aucune espèce d'importance. Cette période où le public prend le lead du combat rend par conséquent le match encore plus secondaire qu'il ne l'est déjà. Comme si à ce moment précis, les deux se battaient contre leur propre ombre. L'esprit live event est largement présent ici, hein, comme à Lyon ou à Berlin. Malgré le côté très scolaire et basique de ce match, le public scande This is awesome, et bien tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Body slam, superplex, power slam, la panoplie des prises vieilles comme le monde est déballée. Il n'y a rien de spectaculaire, c'est un match comme ce qu'il y a de plus simple, ça catch correctement, les prises sont bien réalisées, mais malgré l'environnement ambiant assez bon enfant, ce qui se passe dans le ring n'a en réalité rien d'exceptionnel. Cody réussira un Cody Cutter, mais dégagement de Gunther. Premier moment un peu frissonnant de ce match. Disaster kick joliment contré par Gunther par un Boston Crab, suivi d'un sleeper hold, d'une German suplex et d'à nouveau un sleeper hold allongé au sol. Cody résiste au courage, hein, tout simplement parce qu'il est Cody. Hein. Et il arrivera même à porter un crossroads. Nouveau champ This is awesome. Les deux hommes sont au sol. Gunther revient fort avec un shotgun dropkick suivi d'une powerbomb. Mais Cody Cena se dégage bien évidemment. Nouveau crossroads malgré une corde à linge reçue juste avant. Mais dégagement de Gunther qui sait aussi porter le costume de John Cena pour l'occasion. Superbe contre de Gunther en plein vol pour contrer un Cody Cutter et enchaîner avec un nouveau sleeper hold. Rien à dire, c'est superbe. Mais que fait Cody? Il se renverse, il porte un roll-up sur Gunther. 1, 2, 3, terminé, victoire de Cody! What? What? Non! Non! Mais non! Gunther se retrouve humilié par ce roll-up, honteux, après avoir réalisé un magnifique contre. Et comme un symbole, un roll-up en contre exactement similaire, d'ailleurs, à celui de Bret Hart sur Steve Austin, sur Survivor Series 96, hein, lorsque Bret Hart s'était appuyé contre le coin pour surprendre Austin. Je vous montre, hein, voilà, justement le comparatif entre les deux images. Hein, vous voyez, voilà, c'est le même move. Hein, on pourrait même comparer ça aussi au finish de Becky Lynch sur Shayna Baszler à Mania 36. Là, hein, c'était exactement aussi le même contre. Mais je ne serais pas surpris quand même qu'il y ait un petit clin d'œil à ça, hein, surtout vu le geste de Gunther en début de match, hein, par rapport à Bret Hart, Goldberg, etc. Voilà, il y a peut-être un petit quelque chose par rapport à ça. Bref, concernant le résultat, honnêtement, j'ai été surpris et ce n'était pas mon prono. Le non-match entre Owens et Orton ayant mis à mal mes plans, cela donnait davantage d'ouverture vers une victoire face et une fin de show feel good. Et peut-être aussi que la victoire d'une heel côté féminin pour le Crown Jewel Championship nécessitait d'avoir un vainqueur face côté masculin. C'est une possibilité, mais il est regrettable, je pense, de voir Gunther quand même perdre de cette façon quelque peu honteuse. Ce n'est pas le genre de défaite que Gunther devrait subir, et pour moi, une défaite de Gunther se doit d'être percutante, un peu comme face à Sami Zayn à Mania, hein, et non avec un roll-up comme celui-ci, quoi. Et avec la perspective d'avoir un Damien Priest qui l'attend déjà au tournant, hein, de Gunther, ajouté à l'arrogance de Gunther, j'aurais trouvé bien plus approprié une victoire de Gunther qu'une victoire de Cody, qui je pense n'avait pas spécialement besoin de cette victoire. Mais bon, voilà, c'est Super Cody, c'est Cody Cena, on est en Arabie Saoudite et le feel good semble être ici le mot d'ordre. La seule vraie victoire à hit ayant été vite évacuée en opener, hein, considérant que le match féminin, on va dire, ne pouvait de toute façon qu'hériter que d'une victoire heel. Et encore, quand on voit aussi la célébration de Liv Morgan, voilà, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une heel, hein, finalement. Il fallait donc finir avec des pyros, hein, à la gloire de Cody, et que le porte-étendard de la VVE à l'heure actuelle amène lui-même
cette énorme ceinture au musée saoudien. Même Liv Morgan ici, hein, venu accompagner Cody Rhodes comme autre Crown Jewel Champion, bah, faisait tout sauf heel, comme je le disais, dans son attitude, donnant l'impression de voir une petite fille là qui reçoit son cadeau de Noël, émue et avec des étoiles plein les yeux. Je ne parlerai pas davantage du post-show hein, et de la cérémonie des bagues et de la remise des ceintures au musée, car j'ai envie de me dire, bah, tout ça pour ça. Hein, c'est ce que nous avait annoncé Triple H dans le kick-off, hein, que les ceintures iraient au musée. Et que finalement les vainqueurs n'auraient que des bagues. Voilà, juste tout ça pour ça. Tout ce foin qui avait été fait autour pourtant de ces énormes ceintures clinquantes qu'on a vu pratiquement, on l'a vu pendant un mois là. Donc tout ça pour repartir avec une malheureuse bagouze, certes plus légère dans le porte-bagages, mais qui fait quand même cheap à côté de ces deux énormes ceintures qu'on nous avait plaquées à la face là depuis un mois. Rendez-vous donc dans un an pour les ressortir de leur vitrine, donc, et ce jusqu'à plus soif. Hein. Mais cette soif justement d'or de la VVE semble intarissable, et tant que la soupe est bonne, hein, pour en revenir à ma vignette, bah, pourquoi s'en priver, hein, même si elle est aussi tiédasse, bah, que celle qu'on nous a servi dans ce pay-per-view. Hein. Quant au match en lui-même, bah, j'en ai déjà un peu parlé, il y avait rien de mauvais en soi, ça catchait bien, évidemment, il y a eu 2-3 manœuvres sympas, mais très franchement, j'ai eu l'impression que les deux catcheurs ne se sont pas donnés à fond et auront livré le minimum syndical. Après tout, je ne les en blâmerai pas, hein, quoi bon tout donner dans un match sans intérêt véritable. Chacun retournera dans sa brande respective pour reprendre les affaires courantes et chacun restera champion quoi qu'il en soit. Je déplore surtout quand même la fin quelque peu anticlimatique de ce match et la non-protection de Gunther dans la défaite, car ici, il se fait avoir comme un bleu et la défaite est clean de chez clean. Gunther a beau réagir de façon fair play, ce n'est pas une fin que j'approuve véritablement, mais ce qui est fait et Gunther va devoir vite rebondir, mais en soi, cette défaite n'a rien de bien grave et on l'oubliera vite quand Gunther multipliera les bangers comme il sait si bien le faire. 3 étoiles et demie donc pour ce match sympa sans plus, sage, scolaire, sans rien qui dépasse, hein, bien lisse, sans prise de risque particulière. C'était là, et le public a fait le reste, quoi. C'est sans jaillant, sans doute plus que de raison. Enfin, tant mieux pour lui, on va dire. Voilà, bah, j'en ai terminé avec cette review de Crown Jewel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour ma visibilité. Et puis abonnez-vous aussi si vous ne l'avez pas fait. Et donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Comme je l'indique sur ce visuel, le prochain rendez-vous, ce sera le 24 novembre pour le prochain Morceau Catch. Hein, ce sera le numéro 36. Et évidemment, bah, on va beaucoup parler des Survivor Series et notamment du Wargames. Voilà, il y aura quand même pas mal de choses à dire et un contexte qui sera assez lourd avec des build-up quand même, un build-up quand même aussi bien côté masculin que féminin qui j'espère sera à la hauteur. Il va vraiment nous donner la hype et en croisant les doigts pour que, on sait jamais, Rhea soit de retour à temps. Et ça, rien n'est moins sûr, et peut-être voilà trouver une bonne alternative si elle ne peut pas participer. Je pense à NXT peut-être, hein, parce que là actuellement on a une espèce de feud à 55. Bon, là c'est prévu pour le show spécial CW là de mercredi, mais en soi, honnêtement, si on nous avait fait ce 55 en mode Wargames, bah, j'aurais pas été contre. Hein. Ça aurait peut-être été même meilleur que celui qui nous attend dans un mois. Hein. En fait, hein, parce que franchement, il y a quand même l'équipe Face, elle a quand même une sacrée gueule. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, voilà, je vous remercie donc de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Passez un excellent mois de novembre. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas plus que jamais, vive le catch. Et faire miedo. Ciao à tous.